jingle donc, qui arrive, non? Il n'y a pas un petit jingle dans ces cas-là? Si, merci beaucoup à tous nos panélistes. Et puis je vais appeler moi des économistes maintenant, qui doivent être ici. Je pense que Nicolas Bavrez est dans le coin, je l'ai croisé tout à l'heure. Hakim Ben Abouda doit être là aussi. Et Jean-Hervé Lorenzi, je ne sais pas s'il a pu se maintenir parce qu'il devait, comme on est un peu en retard. Nicolas, au deuxième siège. Prenez le deuxième. Ah, le jingle tant attendu. Alors, on continue sur un rythme élevé parce que, comme chacun sait, les politiques ont plus parlé. Ah, le voilà. Moi, je vais commencer par une question extrêmement simple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour un économiste la francophonie? Est-ce que ça a vraiment un sens? Alors, Hakim Ben Abouda, je vais commencer par vous. Vous êtes conseiller spécial du président de la Banque africaine de développement. Vous êtes ancien ministre des Finances de Tunisie. Vous avez écrit énormément de livres. Vous vous définissez d'ailleurs comme un néo-keynésien. On en parlera. Est-ce que le keynésianisme est francophone ou pas? Pour vous, est-ce que ça a un sens, la francophonie, en termes économiques? On n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à présent. On a assez peu de données, assez peu de littérature là-dessus. Bonjour et merci pour l'invitation pour les organisateurs de ce forum. Et je pense que je suivis depuis quelques années l'évolution de la réflexion au niveau de la francophonie, et je pense que je reviendrai à votre question très très vite. Et je pense que par le passé, la francophonie a entamé un certain nombre d'activités ou d'actions, je dirais, ponctuelles sur un certain nombre de sujets. Je pense beaucoup apprécier le travail qui a été fait sur la compétitivité et le commerce, et je suis aussi assez favorable à cette volonté de transition et de transformation et de faire véritablement de l'économie un axe essentiel et majeur. Pour revenir à votre question, au niveau économique, je pense la francophonie, ça a été défini, je crois, par M. Faucam tout à l'heure, c'est un espace important d'échange entre, en tout cas rien qu'en Afrique, entre les pays du Maghreb, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, et la France et les pays européens francophones. Je pense que c'est un énorme espace d'échange, c'est un énorme espace également d'investissement. On ne regarde probablement que les investisseurs qui viennent du Nord pour investir dans la partie sud de la francophonie, mais de plus en plus, je pense, il y a des investissements intra-régionaux de différentes régions, mais surtout, de plus en plus, on peut citer quelques exemples je dirais, de co-investissements ou d'entreprises du Nord qui investissent, qui achètent et qui investissent des entreprises du Sud. Donc, je pense que c'est un espace qui est très important, c'est un espace qui plein, comme ça a été dit et répété ce matin, d'opportunités assez importantes, mais à mon avis, je partage aussi l'analyse, d'opportunités faiblement, je pense, exploitées ou faiblement, je dirais, valorisées. Nicolas Bavrez, alors éditorialiste au point, et puis entre autres avocat et économiste historien, mais je mets toujours éditorialiste au point en premier lieu. Qu'est-ce que ça veut dire la francophonie économique? Ça se mesure, ça, quand on est économiste? Oui, ça se mesure. Et ce qu'on mesure aujourd'hui, c'est effectivement un énorme écart entre le potentiel et les performances. Dans la mondialisation, on l'a vu, c'est une machine dialectique. On a d'un côté l'universalisation du capitalisme et puis des technologies, mais plus on mondialise et plus on renforce les identités. Et quand on regarde comment est-ce qu'on intègre économiquement, il y a trois manières d'intégrer, géographiquement. Ensuite, l'intégration sectorielle, ce sont les filières qu'on peut voir dans l'automobile, dans l'aéronautique ou encore dans le pétrole ou la finance. Et le dernier élément de l'intégration, c'est l'élément culturel et linguistique. Et on l'a évoqué de manière différente ce matin, mais il est extrêmement puissant. Tout le monde pense au Commonwealth, et effectivement, c'est une institution qui a été fondée sur la valeur partagée. Mais regardez l'Espagne qui a été évoquée, la langue espagnole. Quand l'Espagne s'est effondrée récemment, elle a tenu grâce
aux entreprises qui s'étaient déployées en Amérique latine et aussi maintenant en Amérique du Nord avec le dynamisme de la communauté espagnole aux États-Unis. Regardez l'Allemagne. Quand le mur est tombé, je vous rappelle que Budapest était une ville où on parlait allemand en 1900. Pourquoi est-ce que cette intégration de l'Europe centrale et orientale avec l'économie allemande s'est faite aussi vite? Eh bien, évidemment, pour des raisons linguistiques. Regardez l'Asie-Pacifique. La Chine, certes, les États-Unis ont mis en place le pacte transpacifique, mais les Chinois, eux, ils intègrent sur le fondement de la diaspora, sur le fondement de la langue, sur le fondement des familles, et c'est aussi extrêmement puissant. Donc, voilà pourquoi l'intégration par la langue, sur le plan économique, ne relève pas du tout du folklore, mais tout à fait de la réalité. Et ça se décline ensuite, comme ça a été dit, en termes d'éducation, en termes de droit, en termes de normes comptables, prudentielles, et évidemment aussi en termes de système de valeurs. Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, et des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, c'est toujours un petit événement chaque année. Francophone. Événement francophone, absolument. Vous partagez l'avis de Nicolas là-dessus? Non, je trouvais que ce que mes deux camarades ont dit était très juste. Je formulerai, parce qu'on ne va pas se répéter tous la même chose. Évidemment qu'il y a un espace économique qui est plus actif qu'un autre. Vous avez cité les chiffres d'Atali. Ils sont vrais ou ils sont un peu exagérés, mais peu importe. Dans l'ensemble, c'est quand même l'idée que des pays qui parlent la même langue, qui ont des cultures communes, des formations communes, sont des pays qui échangent un peu plus. Mais ce n'est pas ça la bonne question. Je l'aurais formulé autrement. Est-ce que, parce que sinon tout a été dit ce matin, donc je dirais, est-ce que, au fond, aujourd'hui, et je dois dire que Nicolas a commencé à l'évoquer, comme très souvent, j'ai un léger désaccord avec lui, mais je trouvais qu'il le formulait bien. Est-ce que dans la forme actuelle que prend la mondialisation, est-ce que la francophonie économique est une réalité, tout le monde en est d'accord, est-ce que ça peut prendre une nouvelle dimension? C'est ça la question. Et, enfin, me semble-t-il. Et moi, je pense que oui, parce que, en réalité, me semble-t-il, on rentre dans une période qui, aujourd'hui, qui est très très différente de la période précédente. Les chiffres là sont très caractéristiques. Il y a dans les faits un ralentissement de l'économie mondiale, mais ça on le sait. Il y a un ralentissement du commerce mondial. Je rappelle que dans les belles années, le commerce mondial c'était entre 7, 8, 10% de croissance annuelle. Là on est à 2, 3. Et c'est un mouvement qui est un mouvement durable. Je ne crois pas du tout qu'il soit lié à l'année 2015 ou à l'année 2016. Il y a ce qu'on appelle l'impérialisme à la renverse, c'est-à-dire ce mouvement de capitaux qui va plutôt des pays émergents ou des pays du Sud vers les pays du Nord, ce qui est quand même un paradoxe étonnant. Il y a, vous le savez, cette création d'une banque en réalité d'infrastructures asiatiques menée par la Chine, qui se veut en réalité, et à mon avis pas tout à fait à tort, concurrent de la Banque mondiale. Donc, on est dans un monde dont tous les paramètres sont en train de changer. Et dans des mondes comme cela, ce qui est intéressant, c'est de savoir s'il y a des proximités. Quelles sont les proximités? Alors, ça a été très bien développé par mes deux camarades, mais par ailleurs, auparavant, il me semble que la proximité, et je vais préciser, francophone, prend une dimension, ou pourrait prendre une dimension beaucoup plus importante que par le passé. Pourquoi? Parce que ce qui va être clé dans les années qui viennent, c'est deux sujets. Le sujet d'être capable d'investir et dans les infrastructures et dans la nouvelle industrie, les nouvelles technologies. Ça suppose des investissements absolument géants. Et il faut en contrepartie qu'on ait une capacité de financement et d'épargne donc majeure. Or, on a un petit souci, c'est que l'épargne, elle est, voire ici, elle est entre les mains de gens qui sont vieillissants, donc qui ne prennent pas de risques, qui ne prendront pas de risques. Donc il faut concevoir des dispositifs qui sont des dispositifs dans lesquels cette épargne prudente, et à juste titre prudente, pas de critique là-dedans, se transforme en capacité d'investissement par nature risquée. C'est ça le sujet des 10-15 années qui viennent au niveau mondial, avec, j'espère, une reprise d'activité plus forte. Et il est clair que si nous sommes capables, l'espace francophone, de créer des solutions qui sont des solutions beaucoup plus grandes. J'ai bien aimé la formule
de Thierry Breton. Il faut penser grand dans cette affaire, beaucoup plus importante que le fait qu'il y a quelques fonds de private equity qui se développent de part et d'autre, etc. Mais tout ça est encore très limité. Si on est capable d'arriver à bâtir des dispositifs de financement d'un côté et de l'autre, j'ai vu qu'il y avait Jean-Louis Borloo tout à l'heure, son projet d'électrification d'Afrique, il faut le financer. Il faut donc arriver à faire ça. Si on fait ça, alors à ce moment-là, l'espace francophone peut devenir un lieu absolument majeur de la croissance mondiale et prendre toute son ampleur. Voilà. Donc je suis, pour qu'on ne perde pas trop de temps sur le passé, on est d'accord, il y a la francophonie. Petit 2, aujourd'hui on rentre dans un problème compliqué. Petit 3, il y a une espérance qui est très grande, mais faut-il encore trouver les moyens de la développer. Mais une langue, c'est aussi une culture. Est-ce qu'il y a quelque chose qui détermine dans la langue française une forme de culture des affaires ou pas du tout? Finalement, il n'y a aucune spécificité là-dedans. Est-ce qu'il y a quelque part un Max Weber de la langue qui dirait que certaines langues sont propices ou pas? Si je puis me permettre, là c'est le côté avocat, mais en tout cas il y a une vraie culture juridique, comme ça a été rappelé. Il y a quand même deux grandes cultures juridiques, la common law d'un côté et puis le droit romain de l'autre. Et dans le droit continental ou le droit romain, il y a en tout cas deux notions qui sont fondamentales et qui peuvent servir et qui peuvent être des piliers, d'ailleurs y compris de reconstruction d'un capitalisme responsable. La première chose, c'est que c'est la notion d'intérêt général qui est reconnue comme distincte des intérêts privés. Et la deuxième chose qui est fondamentale, c'est la notion de l'entreprise comme disposant d'un intérêt social propre qui la distingue des parties prenantes. Et donc elle n'est pas seulement l'entreprise, la propriété par exemple de ses actionnaires. Elle a un intérêt social propre. Et ça permet, ce sont des outils qui en réalité sont extrêmement puissants si on leur donne toutes leurs conséquences. Et ça, ce sont des réalités tangibles. Monsieur Benhamouda, là-dessus. Peut-être pas tout à fait là-dessus, mais je reviendrai là-dessus, je vais juste poursuivre la réflexion qui vient d'être entamée. Et je pense que l'enjeu fondamental aujourd'hui, c'est comment faire de cette ère géographique, il y a le passé est là, mais une ère de prospérité et véritablement de croissance et d'inclusion sociale. Et de ce point de vue, je pense qu'il y a le problème de la langue, mais il y a un certain nombre de choses aussi à voir. Chez les économistes, on a tendance à faire, il y a eu beaucoup d'études, beaucoup d'analyses qui ont été faites, c'est pour comparer au fait les performances de la région francophone et d'autres régions, notamment en Afrique, les régions anglo-saxonnes ou anglophones. Et je pense, on peut discuter des chiffres et des nombres et des statistiques, etc., mais clairement, il y a un différentiel en défaveur de la région francophone en termes de croissance, en termes de productivité, en termes d'un certain nombre de choses. Donc c'est vraiment une réalité qui est devant nous. On prend les périodes qu'on veut. Alors, on peut l'expliquer de beaucoup de choses, par beaucoup de choses, etc. Mais je pense qu'il y a véritablement dans cette région, pour que justement réaliser ce potentiel de croissance, il y a un retard sur un certain nombre de choses. Il y a un retard sur un certain nombre de réformes. La place du secteur privé n'est pas aussi importante qu'on le pense. Moi, je prends des choses récentes. On est en train de découvrir, y compris dans mon pays où j'ai été ministre de l'économie et des finances, la loi sur les PPP n'est toujours pas passée devant l'Assemblée. Les pays anglophones, les PPP, les partenariats publics-privés, comme tu le disais, justement pour les grands programmes d'infrastructure, ça fait une quinzaine d'années qu'ils sont dedans. Je peux multiplier encore les exemples. Les nouvelles technologies, on parle des nouvelles technologies dans l'espace francophone. C'est vrai qu'il y a eu un développement, mais on peut pas comparer ce développement avec le développement des nouvelles technologies dans d'autres espaces où véritablement le e-banking est une réalité à la limite beaucoup plus avancée, même qu'en France. Donc il y a, je pense, un certain nombre de réformes à entreprendre, un certain nombre d'évolutions à mettre en place et un certain nombre de structures, on demande d'ailleurs d'où on les a héritées, je dirais à rendre moins rigides et moins fortes, à réformer et à faire en sorte que véritablement tout ce potentiel se libère en termes d'investissement, en termes de, je dirais, de réforme bancaire. C'est toujours difficile. Le paysage bancaire dans l'espace francophone est un paysage probablement un des plus éclatés, incapable, je pense, de soutenir d'énormes investissements en matière d'infrastructure. Donc, je pense je suis tout à fait d'accord que cet espace, c'est d'ailleurs l'intérêt de cette mutation, de cette mue, de la transition de la francophonie pour devenir véritablement
faire de cet espace un espace de croissance et un espace de coprospérité. Mais je pense qu'il va falloir véritablement nettoyer, peut-être pas devant nos portes, mais à l'intérieur, je pense, de nos propres maisons, en termes de réforme, en termes de, je dirais, du rôle du secteur privé. Les États ont des difficultés du point de vue financier à entamer de grands projets d'infrastructures. Il est évident que des réformes qui ouvrent un peu plus la porte qui gardent le rôle central de l'État de régulateur mais je crois que des réformes majeures sont à mettre en place dans cet espace et c'est ce que j'espère que, en tout cas, cette institution qui n'est pas une institution de financement mais qui est une institution, je dirais, d'idées, qu'elle puisse véritablement développer ce type d'idées et que nous puissions nous dire nous-mêmes qu'on est très en retard sur un certain nombre de choses par rapport à ce qui se fait dans le reste du monde. Et tant que ces réformes, tant que ces progrès n'ont pas été faits, la croissance dans l'espace francophone restera probablement dans le monde en développement l'une des plus faibles. Alors vous avez parlé des réformes, donc forcément Nicolas Bavray a envie d'ajouter quelque chose parce que ça l'a un peu émoustillé. Non, mais je voudrais revenir au thème de cette matinée qui est de passer à l'acte. Comme on l'a dit, le constat il est clair, pour l'instant on est en retard. En même temps, c'est comme pour les technologies, on a passé son temps à dire que l'Afrique était en retard et maintenant, au Kenya, on peut acheter des obligations sur son téléphone mobile. C'est le seul endroit du monde où on peut le faire de manière sécurisée. Pour l'instant, on ne peut pas le faire à Abidjan, mais il n'y a rien qui interdit de le faire ailleurs. Et ce que je veux dire, c'est que, et c'est ce que je voudrais développer ici, c'est que à force d'être en retard, on peut finir par être en avance si on s'en donne la capacité. Et c'est exactement ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on refasse la francophonie du XXe ou du XIXe siècle. Aujourd'hui, donc, je pense qu'il y a une stratégie qui est le co-développement. On a une Europe qui a désespérément besoin d'hommes, de croissance, de projets. On a une Afrique qui a besoin d'emploi, qui a besoin de financement, qui a besoin de technologie. Donc il faut partir sur la base d'un co-développement et non pas d'une simple relation dans un sens et pas dans l'autre. Deuxièmement, il faut une méthode. Qu'est-ce qui est intéressant aujourd'hui dans le développement africain, mais aussi dans ce qu'on peut voir dans d'autres parties de la francophonie, y compris dans le Mékong, c'est que par rapport au développement, par exemple, de la Chine, c'est un développement endogène tiré par la consommation, c'est un développement qui se passe par le bas, tiré par les acteurs économiques et sociaux. Simplement, les États ont desserré leur emprise. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les États se bougent, mais pour être des réducteurs d'incertitude, et que, en revanche, l'idée, c'est de donner le maximum de possibilités, de mobilité, d'espace aux acteurs économiques et sociaux. Et à partir de là, moi, j'ai 6 idées concrètes à vous donner. Premièrement, c'est le capital humain. Le capital humain, c'est 2 choses, l'éducation et la santé. Là, il faut absolument faire des établissements de l'université numérique. Il faut faire de l'e-santé avec les assureurs, parce que, comme vous savez, le premier problème de la santé en Afrique, c'est le transport. Et donc, à partir de là, on peut bypasser et aller au-delà, contourner le problème et permettre aux gens d'accéder à l'éducation et à la santé. Deuxièmement, les entrepreneurs, ça a été dit, c'est la mobilité, l'accès au marché. Troisièmement, l'investissement, les banques, la financiarisation, la sécurisation de l'environnement juridique, comptable et fiscal. Et là, il y a une vraie responsabilité des États qui doivent faire beaucoup plus. Le numérique, arrêtons de financer des structures, finançons les gens. Seuls les gens comptent dans l'État numérique. Et donc, arrêtons de nous obséder avec les structures. Permettons, au fond, aux gens dans ce métier de financer. L'État de droit, il y a 2 choses, l'OHADA, mais moi, je voudrais vous faire une autre proposition. La société ou l'entreprise francophone, c'est peut-être trop ambitieux, mais faisons au moins une société, une entreprise africaine, parce que c'est ça ce qui permet d'avoir accès au marché. Pourquoi ne pas avoir, comme on a la société européenne, une entreprise qui aurait un passeport pour opérer dans tous les marchés francophones? Et le dernier élément, c'est l'intégration, les traités de libre-échange. Nous avons eu cette année le traité de Sharm el-Sheikh en juin 2015, avec 26 pays qui vont de l'Afrique du Sud jusqu'à l'Égypte. Faisons enfin le traité de libre-échange de la Grande Afrique de l'Ouest, qui est d'ailleurs une manière... Par exemple, au Maghreb, on sait tous qu'il devrait y avoir un grand marché maghrébin, c'est compliqué pour des raisons politiques. Eh bien, intégrons-le à un grand marché
de l'Afrique de l'Ouest, ce sera peut-être plus simple. Et donc, pour finir, et pour rejoindre ce que je vous disais au début, vous savez que Göran Persson, qui était le Premier ministre suédois qui a fait les réformes de la Suède, il disait « Il ne faut jamais laisser perdre les chances d'une grande crise ». Eh bien, ne laissons pas perdre les chances d'un grand retard, prenons de l'avance. Merci beaucoup. Je voudrais quand même qu'on prenne... Bravo, il est déchaîné. Hein. Je voudrais qu'on prenne une ou deux questions du public, même si on est pressé par le temps. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? J'en vois une au fond là-bas, une là, une là. Alors, on va essayer, on va pouvoir en prendre 50 000. Au fond là-bas, peut-être, voilà. Monsieur qui est sur la droite. Bonjour, Zachary Fahim, je suis entrepreneur, président d'un salon des entrepreneurs qui s'appelle Hub Africa. Je voulais savoir, donc, par rapport à la problématique, donc vous êtes des économistes, quand on parle du développement dans nos pays, donc on parle beaucoup de la PME, on oublie les très petites entreprises, puisque 95% des PME sont des TPE. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il va falloir changer de paradigme et notamment promouvoir des modèles de rupture, notamment pour faire grandir ces entreprises, les modèles tels que les business angels et le crowdfunding, parce qu'on parle beaucoup de capital investissement, mais capital investissement fait déjà avoir grandi et avoir déjà une certaine masse critique pour attirer les investisseurs. Alors qu'au démarrage, donc les entrepreneurs ont besoin beaucoup plus d'air et ont besoin après d'un accompagnement intelligent. On a parlé de compagnonnage, donc de réseau et d'expertise. Comment peut-on aujourd'hui, à travers, je dirais, votre connaissance, comment on peut appuyer à développer des nouveaux modèles que je viens de rappeler? Monsieur Benhamouda, Monsieur Lorenzi, les deux, ils se mettent d'accord, là. Qui va répondre? C'était la 7e proposition de Nicolas. Nicolas. Je peux réagir là-dessus. Moi, je pense, je suis tout à fait d'accord avec Nicolas. On n'est pas ici pour dire tout ce qui n'a pas marché par le passé, mais je pense que ce qui est très important aussi, c'est de considérer que c'est des départs qui sont importants. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un consensus. Je pense que la réunion de Dakar et le forum d'aujourd'hui construisent un consensus assez important. M. Védrine l'a souligné tout à l'heure. Je crois qu'il faut qu'il soit des points de départ pour véritablement donner corps à cette diplomatie, enfin à cette, en tout cas, francophonie économique. Mais je pense pour répondre à votre question, un des points les plus importants, c'est vraiment toujours dans ces retards qu'on accumule, c'est vraiment l'inadaptation, je dirais, des structures de financement que nous avons chez nous pour financer des petites et moyennes entreprises. Moi, j'ai été confronté pratiquement tous les jours, lorsque j'étais ministre, je réglais un problème d'accès au financement d'une TPE et dont les types avaient besoin de 15 000 euros. Et il fallait que j'appelle des PDG de banque, donc... Moi, ça m'embêtait quand même d'appeler un PDG de banque pour 15 000, mais c'est l'absence, je dirais, de structures de financement qui prennent en charge les petites et moyennes entreprises. Et nous héritons malheureusement, je dirais, de structures de financement traditionnelles, habituées à travailler avec de grandes entreprises qui ont ce qu'on appelle les collatéraux qu'il faut pour pouvoir accéder au financement. Donc, je pense que c'est un domaine sur lequel les nouveaux mécanismes de financement, les private equity pour les TPE, etc., ne sont pas développés. Et je pense que c'est véritablement un chantier très important pour justement permettre l'accès au financement de ces petites et moyennes entreprises et de ces TPE. Et en Afrique, on commence à avoir des expériences. Tout à l'heure, j'ai entendu parler... Monsieur Paul Foka, mais je sais, dans sa banque à Freeland, par exemple, c'est des choses qui existent depuis plusieurs années. Développées... Toujours là. Au deuxième rang. Hein. Voilà. Donc, c'est des mécanismes depuis les années 90 que je connais cette institution, où ces mécanismes, on ne les appelait pas, je ne sais plus comment on les appelait à l'époque, Monsieur le Président, mais en tout cas, c'est des mécanismes d'appui, je dirais, aux projets, aux TPE, et qui malheureusement n'existent pas dans les grandes institutions bancaires. Donc, vraiment, Nicolas l'a souligné, le domaine du financement de l'économie est un domaine essentiel sur lequel nous devons apporter des réponses et sur lequel nous devons apporter des mécanismes innovants. Et on va rien inventer, hein. C'est des mécanismes qui existent ailleurs, dont l'objectif, c'est de faciliter l'accès au financement. Jean-Révé Lorenzi, le mot de la fin en 5 secondes. Deux remarques en 30 secondes. La première, c'est qu'il y a des très bonnes nouvelles. Quand on regarde ce que sont les réseaux, le développement des réseaux bancaires en Afrique,
en Afrique francophone, on s'aperçoit que le Maroc et les réseaux marocains sont très importants. Donc, ce qui tend à prouver que quand l'un ne sait pas faire, l'autre sait le faire, il y a une substitution de réseau. Deuxième remarque, dans le papier d'Attali, le rapport d'Attali, il y a beaucoup de propositions aussi, et il y a une proposition qui est à l'Attali, c'est à la fois très stimulant et parfois un tout petit peu excessif, et il dit qu'il faut une union économique et monétaire francophone. Alors évidemment, tout ça est excessif, mais l'idée qu'on puisse structurer, ça rejoint, je crois, très bien ce qu'a dit Nicolas, structurer, peut-être pas sur beaucoup de points, mais sur les problèmes des langages, c'est-à-dire le droit, la comptabilité, tout ce qui sécurise de fait les échanges entre les individus et les entreprises, arriver à structurer de manière cohérente le monde francophone dans sa capacité financière, juridique, je trouve qu'on ferait un énorme progrès. Et comme on a essayé d'être une session qui était très intéressante, parce que faisant de vraies propositions, plus que des déclamations, je trouve que si on pouvait conserver cette idée-là, c'est-à-dire non pas une union monétaire, financière et ce qu'on veut, mais tout simplement harmoniser, ça reprend deux des propositions de Nicolas Barret, harmoniser les éléments mêmes, la base même de ce qui fait le capitalisme partout depuis l'histoire, la naissance de l'histoire du capitalisme, c'est-à-dire la manière dont on compte, la manière dont on échange, la manière dont on règle les conflits, à ce moment-là, eh bien, on n'aurait pas perdu notre temps. Et vous non plus. Merci beaucoup. Nicolas, il avait un demi-mot, mais pas plus. Juste pour dire que l'exemple du financement, c'est très intéressant parce que ça montre bien comment il faut tenir tous les bouts de la chaîne. D'un côté, il faut progresser sur l'économie formelle, les banques, les places boursières. Il faut avoir de la finance alternative, des fonds. Et puis, il y a le crowdfunding. Et il y a donc tout l'argent de la diaspora. C'est des communautés à très forte épargne. On peut les utiliser et les mettre au service du développement. Ils sont ici, d'ailleurs, représentés. Merci à tous les trois. On peut les applaudir. Ils ont été concrets et j'appelle maintenant Philippe Dessin qui va s'occuper de la prochaine table ronde. Merci à tous les trois.